Alors, en tout cas, merci Joël, et je voulais dire bonjour à toutes et à tous autour de ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui. Et je voulais vous dire vraiment que je suis ravie et heureuse de pouvoir modérer cette session sur une thématique qui me tient à cœur particulièrement. Donc, bienvenue à tous et bienvenue à tous à la 8e session du leadership féminin dans l'économie africaine, dont le thème de ce jour est gouvernance et business model durable, l'impact des femmes. Donc, comme l'a rappelé Joël, je suis Françoise Remarque et vraiment très impliquée aujourd'hui sur des problématiques à fort impact sur le continent africain. Donc j'ai pu effectivement au cours de ma carrière passer dans les médias et dans l'audiovisuel et entre l'Afrique et la France, me rendre compte à quel point le rôle des femmes était déterminant, et aujourd'hui j'ai la possibilité et j'ai le plaisir de pouvoir m'engager aussi sur une présence beaucoup plus importante des femmes dans les conseils d'administration. Et donc je travaille sur une initiative pour effectivement identifier des femmes pour qu'elles soient beaucoup plus présentes dans la gouvernance dans des conseils d'administration. Et en parallèle, j'anime aussi un programme de mentorat de jeunes femmes et jeunes entrepreneurs pour que la chaîne de valeur soit complète entre des femmes qui sont aujourd'hui se posent beaucoup de questions et des femmes entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions sur le développement de leur carrière, et la volonté, le souhait effectivement que des femmes soient beaucoup plus présentes dans des conseils d'administration dans les entreprises. Donc, comme l'a rappelé Joël, je suis actuellement engagée sur un projet personnel de mise en place d'un fonds pour accompagner des jeunes entrepreneurs dans les industries créatives et culturelles. Et à cette occasion, puisque je suis au début du projet, je rencontre beaucoup de personnes, et particulièrement des femmes, et je suis toujours extrêmement... j'apprécie et je vois effectivement que ces femmes, lorsqu'elles abordent le problème de leur entreprise, de leur projet, il y a effectivement toujours, elles mettent toujours en avant, et leur moteur, c'est l'impact de leur activité. Donc que ce soit un impact dans le domaine de l'éducation. Hier, j'étais en contact avec une jeune dame qui veut monter un studio d'animation, de projets, de produits avec un impact sur l'éducation des enfants, en mettant en avant des héros africains qui parlent aux jeunes enfants africains. Elles sont aussi concernées sur l'impact en termes de création d'emplois, et évidemment sur la formation. Donc sur toute cette... Et bien sûr, la gouvernance, les gouvernances de leur activité aussi, quelque chose qui leur tient à cœur. Donc je suis particulièrement heureuse d'animer cette thématique avec deux personnes dont les profils sont totalement pertinents. Donc nous allons aborder notre webinaire qui prendra à peu près 1 heure, avec dans un premier temps une présentation par Anne Le Roland, présidente directrice générale de présidente directrice générale et fondatrice de Act International Group, qui nous présentera le rôle que peuvent jouer les femmes entrepreneurs africaines dans la création d'entreprises durables et de business models responsables pour réduire les pratiques de corruption. Et dans un second temps, Elodie Nouquet, qui est la responsable des questions environnementales, sociales, gouvernementales, en abrégé ESG, et de la mesure d'impact chez IEP. Donc, et qui nous présentera les perspectives d'un investisseur IEP sur la lutte contre la corruption et la façon dont les femmes à des postes de responsabilité, management et gouvernance gèrent ces enjeux.
Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première présentation qui sera faite par Anne Le Roland. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez, si vous avez déjà eu tous accès aux biographies, si vous souhaitez que je vous fasse un résumé de la biographie de Anne Le Roland. Si tout le monde a vu la biographie, je recommanderais qu'on passe directement à l'intervention de Anne pour nous laisser un peu plus de temps parce que je suis sûre que sa présentation va nous être très utile. Oui, merci beaucoup. Je suis Anne Le Roland, donc je prends la parole et je pense que je vais passer directement effectivement à la présentation et je vais juste vous présenter une toute petite seconde. Donc merci pour cette introduction. Moi je suis également très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vais être qu'une modeste contributrice parce que je suis une chef d'entreprise française qui a créé une entreprise il y a 25 ans et qui travaille depuis le début pour des modèles d'entreprise durables et responsables. Donc c'est à ce titre-là que j'ai accepté de partager avec vous cette présentation. Donc merci. Et voilà, je vais du coup vous détailler quelques idées et partager avec vous quelques idées. En réalité, la dernière fois que j'ai participé à un de ces séminaires web, la réflexion qui m'est venue, c'est que moi, en tant que chef d'entreprise française, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai presque dû créer un modèle d'entreprise à la manière d'un homme, puisque les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, c'est encore quelque chose de très masculin en France et même en Europe, et quelque part, il y a un business model dans lequel il faut rentrer. Et depuis que je travaille avec le continent africain dans le cadre de mes activités, je pense qu'il y a une opportunité extraordinaire pour les femmes du continent africain qui vont entreprendre à partir de maintenant de créer un business model qui est le leur, qui n'est pas celui qui existe et qui pourra, j'en suis convaincue, apporter beaucoup plus de valeur et d'espoir à une jeunesse de ces pays pour entreprendre. Donc c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Dans cette slide d'introduction, j'ai simplement voulu faire ressortir qui sont, à mon sens, les femmes entrepreneurs et quel que soit le continent sur la planète. Souvent, on retrouve chez ces femmes entrepreneurs une notion de liberté et d'indépendance et une volonté de liberté et d'indépendance qui n'est pas toujours simple selon le pays dans lequel on se situe. Je remarque que ces femmes qui ont envie d'être entrepreneurs ont une forme de leadership naturel. Alors ce leadership, il vient par une façon de partager ses idées, une façon de se comporter, de se tenir, avec aussi cet esprit de corps qui va avoir pour souci d'entraîner avec elle un réseau. Alors ça peut être des fois un réseau familial, ça peut être un réseau d'amis, ça peut être un réseau professionnel. En tout cas, cette idée que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seul et que c'est forcément avec d'autres et aussi pour d'autres. Ce que je retrouve aussi dans le profil des femmes entrepreneurs, c'est cette notion d'engagement et surtout de persévérance. Quand une femme s'engage dans l'entrepreneuriat, on constate qu'elle est forte, elle est souvent d'ailleurs plus solide qu'un homme dans la durée. Elle est capable d'aller plus loin dans le fait de porter son entreprise. Ce que j'ai constaté, et on me pose souvent cette question, c'est est-ce que le fait d'être femme chef d'entreprise, c'est pas difficile vis-à-vis de clients ou vis-à-vis de fournisseurs ou vis-à-vis d'investisseurs, et vous venez de parler notamment de toute cette partie d'investissement. Je constate depuis 25 ans, et je voudrais le partager, que souvent les femmes chefs d'entreprise sont considérées comme fiables, génèrent la confiance. Et ce que j'ai entendu au cours de ma carrière, c'est parce que, en général, nous disons ce que nous allons faire et nous faisons ce que nous allons dire. Et nous faisons ce que nous avons dit, pardon. Donc ça, c'est aussi une reconnaissance de l'environnement dont on peut bénéficier quand on est une femme qui veut créer une entreprise. Et puis la dernière qualité que je retrouve chez les femmes chefs d'entreprise et celles qui veulent entreprendre, et notamment celles que j'ai la chance de rencontrer au cours de mes missions en Afrique, eh bien c'est cette extrême lucidité qui fait qu'on ne va pas s'engager dans un projet si on ne voit pas plus loin que demain. Et Dieu sait que ça, c'est un sujet qui peut être pas simple quand on est en Afrique, dans un environnement géopolitique qui n'est pas forcément très stable, dans un environnement économique où on a peut-être du mal à avoir de la visibilité au-delà d'une année, voire parfois moins.
Mais cette lucidité, c'est une force extraordinaire qui, à mon sens, là aussi, permettra aux femmes chefs d'entreprise africaines de réussir dans la construction de business models différents. Alors ça, c'était pour introduire. Et qu'est-ce que j'entends par business model différent? J'ai mis sur cette slide quelques grands concepts qu'on utilise traditionnellement, mais finalement, qu'est-ce que je retrouve au quotidien si je veux avoir une entreprise pérenne et qui contribue à un monde meilleur? Et je crois que c'est vraiment l'objectif que l'on peut se donner si on crée une entreprise aujourd'hui en Afrique ou dans un pays en développement. D'abord, j'ai mis au début de mes marches l'intégrité dans les affaires. On parlera, et Elodie en parlera aussi après, de ce sujet de la prévention de la corruption. C'est un sujet extrêmement compliqué pour les femmes et les hommes d'ailleurs qui veulent créer des entreprises en Afrique, parce qu'on est dans un environnement qui est encore sur ce plan-là au b.a.-ba de ce qui peut être fait. Mais il me semble que c'est justement une opportunité extraordinaire de dire je crée une entreprise qui va, dès le départ, communiquer sur le fait qu'elle veut faire des affaires de manière intègre, au sens large. Ça va comprendre la façon dont je traite mes collaborateurs, la façon dont je traite mes partenaires, mes fournisseurs, etc. Le commerce équitable, on va retrouver l'équité. Comment je traite les personnes avec lesquelles je travaille. Et moi, je ne parle pas d'égalité, je parle d'équité, qui me semble quelque chose de beaucoup plus important. La concurrence, donc la troisième marche finalement de mon parcours, c'est dire la concurrence loyale. Et ça, dans le business model qui peut être créé, le point clé de cette concurrence loyale, elle est de concevoir des entreprises dont le seul objectif n'est pas de vendre moins cher que les autres. Et pour l'Afrique, ça me semble quelque chose d'extrêmement important de sortir de ce low cost, de cette notion de c'est moins cher. Non, l'Afrique peut faire beaucoup mieux que ça, et les femmes africaines, en bâtissant des modèles sur des critères de concurrence loyale et notamment de valeur ajoutée de prestations ou de produits, peuvent concevoir des entreprises qui font une vraie différence. Je parle d'économie responsable et de développement durable, ce sont des notions que vous connaissez tous, mais dans responsable, il y a vraiment la responsabilité de la chef d'entreprise, et c'est cette responsabilité sociétale que l'on va retrouver effectivement dans le business model que l'on peut créer. Alors, pour étayer ça, j'ai voulu partager avec vous un exemple avec lequel j'ai travaillé, que j'ai rencontré il y a une bonne dizaine d'années déjà, et qui s'est déroulé en Inde. En quelques mots, il s'agit d'une association de femmes auto-entrepreneurs en Inde, qui s'appelle les Self-Employed Women Association, et qui est partie d'une réflexion que toutes ces femmes qui avaient des petits commerces de rue, indépendantes, autonomes, qui n'étaient pas assez éduquées, n'avaient pas accès au financement et finalement à la capacité de développer leur business model. Et cette association a bâti non seulement tout un concept autour de ça, mais est allée jusqu'au bout du bout à concevoir sa propre banque pour que ces femmes puissent avoir accès à des comptes bancaires. Et à partir du moment où elles avaient accès à des comptes bancaires, elles avaient aussi la possibilité d'épargner, de garder un petit peu d'argent, et petit à petit, leur commerce d'auto-entrepreneuse dans la rue est devenu quelque chose de rentable, de viable, et qui ont pu se financer ensuite de manière plus large. C'est un modèle que je pense qui serait intéressant aussi de développer en Afrique, parce qu'il a été basé sur des fortes notions de capital social au sens de capital humain. On ne parle pas de capital d'argent à ce stade-là, c'est vraiment de capital social et de capital humain, et qui a eu pour vocation à pérenniser ces emplois, à faire que ces femmes qui étaient seules et isolées fassent partie d'un réseau de femmes professionnelles qui deviennent de véritables entrepreneurs. C'est un business model que j'ai découvert à cette occasion et qui m'inspire toujours aujourd'hui quand j'échange avec des femmes qui pourraient créer des entreprises en Afrique. Je vois qu'il y a une question qui arrive, je laisserai quelqu'un répondre. Est-ce qu'il existe le même type d'initiative en Afrique? Je ne le connais pas, mais peut-être que Françoise pourra nous en parler. Pour terminer cette présentation, j'ai parlé d'intégrité comme un sujet pas simple. Je travaille depuis 3 ans maintenant avec de multiples entreprises en Afrique pour faire avancer ce sujet-là. C'est un continent qui, encore cette année, avec l'indicateur de Transparency International, on le voit, est exposé à cette difficulté quand on veut réaliser des affaires.
C'est aussi un continent qui de ce fait peut faire peur, parce qu'on se dit, est-ce que c'est possible de faire des affaires autrement qu'en étant soumis à des sollicitations et notamment à des actes de corruption? Mais oui, moi je réponds oui, parce que je travaille avec des entreprises qui font ça au quotidien, qui n'arrivent pas forcément à éviter toutes les situations, mais qui arrivent à lutter contre cette situation. Alors, de manière, pour conclure, il y a évidemment de multiples types de corruption, pas seulement en Afrique, mais dans tous les pays du monde. Ce qui va faire le sujet plus compliqué finalement sur ce continent-là, c'est qu'on a parfois un environnement à la fois de corruption au quotidien, dans notre quotidien, et puis dans le secteur professionnel et dans le secteur public. Et c'est donc une vraie volonté d'exemplarité quand on veut avancer sur ces sujets. Je vais plutôt commenter cette partie-là, ce qui est un véritable défi pour les entrepreneurs d'aujourd'hui en Afrique, c'est d'arriver à résister à la fois à la petite corruption, et j'ai mis petite entre guillemets, à la corruption intermédiaire, si on peut l'appeler comme ça, ou à la grande corruption qui est plutôt orchestrée par l'État, et à se positionner avec un business model différent. Ce que je constate tous les jours, c'est que si on met ce sujet-là de l'intégrité et du développement durable dans son business model, eh bien, la probabilité qu'au bout d'un an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on ait tissé autour de nous un cercle vertueux de partenaires, de financeurs, de clients qui vous aident à résister et à durer, eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux que quand une entreprise s'est déjà développée et qu'ensuite, elle se met à travailler sur ces aspects-là. Alors, on pourrait parler d'ailleurs de manière plus globale sur la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est quand même un sujet qui est porté haut par notamment l'Union africaine, même si beaucoup disent que c'est encore pas assez, mais encore en 2019, c'est un sujet qui a été porté sur la prévention de la corruption, ce qui veut dire que les femmes entrepreneurs qui vont créer des modèles d'entreprise maintenant vont pouvoir bénéficier petit à petit de cet environnement qui est en train de se construire pour protéger de la pérennité de ces entreprises. Et puis, je voudrais simplement témoigner sur le fait que nous accompagnons de plus en plus d'entreprises en Afrique à la certification ISO 37001, et donc cette certification qui est spécifique à la prévention de la corruption et contre toute attente, parce que je n'aurais pas imaginé il y a 3 ans développer ce travail-là avec des entreprises en Afrique. Et je pense que ce qui est possible également, c'est quand on crée son entreprise, si on la crée dès le départ en intégrant ses notions, ses valeurs, ses objectifs de pérennité, eh bien on a beaucoup plus de chances de réussir et d'entraîner avec nous les bons partenaires, les bons financeurs et les bons clients, que si on se préoccupe en priorité et uniquement sur l'aspect de rentabilité et uniquement de rentabilité financière. Pour finir, pourquoi est-ce que je crois que c'est une opportunité, notamment pour les femmes entrepreneurs africaines? Parce qu'il y a une vraie volonté internationale d'utiliser la création d'entreprises pour sédentariser les populations en Afrique. Et pourquoi sédentariser? Parce que c'est quand même drôlement plus chouette de créer son entreprise dans son pays et de réussir que de partir dans un pays parce qu'on est obligé et que ça va être difficile. Et finalement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de financement pour ça. Et donc l'opportunité probablement pour des femmes qui vont entreprendre d'être financées dans ces projets d'entreprise. La deuxième chose pour laquelle je pense que c'est une opportunité, c'est que le rôle d'une entreprise responsable socialement, c'est de former des collaborateurs, de les faire monter en niveau. Et à chaque fois que vous allez réussir à faire ça, eh bien, ça va aussi répondre aux attentes de la société civile, et notamment apporter plus d'équité, de justice sociale, d'avenir, parce qu'un jeune qui est formé, il va pouvoir rester sur son territoire et lui-même peut-être former d'autres personnes. Je voudrais aussi que, et ça c'est mon rêve, que l'Afrique sorte de cette notion de low cost et qu'on se dise que ce sont des pays où les choses ne sont pas chères. Eh bien, pour lutter contre l'hypothèque des ressources locales, il faut qu'on crée des entreprises qui créent de la valeur ajoutée. Et j'ai mis en point d'interrogation dans le document l'industrie au féminin. Parce que oui, pourquoi pas aller aussi dans des métiers industriels quand on est une femme. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit rester dans des métiers uniquement de service. Et puis, sortir de l'économie informelle, ça tout le monde en a une bonne idée, mais pourquoi est-ce que c'est un élément de réussite aussi de l'entrepreneuriat?
parce qu'à chaque fois que vous sortez de l'économie informelle, vous générez du paiement de l'impôt et de la taxe officielle, et vous contribuez à un enrichissement économique. Donc vous jouez aussi ce rôle-là en tant qu'entrepreneur. Opportunité extraordinaire, c'est le digital pour le continent africain, parce que ça vous met le monde à portée de main. Et ça n'était pas possible il y a 10 ans. Donc c'est une chance extraordinaire pour trouver des clients dans le reste du monde. Et puis, l'éthique et la déontologie, force est de constater que c'est aussi un réseau de professionnels qui peut aider à se développer, et notamment au niveau des réseaux de femmes entrepreneurs. Voilà, j'ai terminé pour laisser la parole aux autres personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, excusez-moi, j'avais enlevé le micro, excusez-moi. Donc je remerciais Anne pour la pertinence et ce partage d'expérience qui résonne, en tout cas moi qui résonne particulièrement depuis que je suis dans cette démarche entrepreneuriale et à la rencontre de jeunes entrepreneurs et femmes, parce que je retrouve tout ce que Anne a souligné, notamment sur les caractéristiques et qui font que les femmes les femmes entrepreneurs, les caractéristiques et les qualités des femmes entrepreneurs. Outre le fait qu'il y a un leadership naturel, il y a cette volonté d'engagement et de ne pas se lancer de manière inconsidérée, donc cette notion de prise en compte du risque, mais avec une forte détermination. Effectivement, on retrouve aussi la fiabilité de ces jeunes entrepreneurs. Ce que je retiens aussi, effectivement, c'est la notion de responsabilité, d'engagement. Ce que je pourrais aussi peut-être dire, c'est que j'ai vu aussi, j'étais heureuse de voir que l'Union africaine commençait à prendre en compte la présence et la volonté d'avoir 30% des femmes dans des organes de gouvernance. Je pense que ça aussi, c'est un élément clé pour accompagner ce mouvement et pour pouvoir partager les convictions des femmes dans les organes de gouvernance qui manquent aujourd'hui. Ce que je pourrais aussi peut-être rajouter, c'est que ces femmes, effectivement, font beaucoup de choses. Il y a peut-être, et ça on le retrouve dans la caractéristique qui peut être féminine, c'est le manque de confiance en elles et le manque d'exposition. Et je pense que là, le rôle des médias sur l'exemplarité, sur ces femmes qui doivent être mises en avant, sur des modèles de réussite féminins, en expliquant que c'est possible et qu'on ne réussit pas forcément en passant les barrières, en utilisant effectivement des pratiques un peu illicites comme la corruption est totalement possible. D'où effectivement avec la digitalisation, les moyens modernes aujourd'hui de mettre en avant des réussites féminines est véritablement clé pour que les femmes puissent s'approprier, se reconnaître dans cette démarche des femmes, parce qu'effectivement, on trouve parfois, les femmes se retrouvent parfois très très isolées. En tout cas, merci Anne pour ce témoignage, et je souhaiterais savoir si des personnes souhaitent réagir avant qu'on passe à l'intervention d'Élodie. Il y a une question, y a-t-il des questions Françoise, que Marcia a recopiée. Pouvez-vous nous donner des statistiques sur le pourcentage des femmes occupant des postes de décision par rapport aux hommes? Et pensez-vous que la femme a eu le même droit que l'homme quant à l'occupation de ces postes? Alors, j'avais expliqué que je suis en train de travailler sur une initiative avec le groupe Jeune Afrique pour une présence beaucoup plus importante des femmes dans les organes de décision et notamment les conseils d'administration. Et on est en train de faire ce travail-là de collecte. Alors c'est pas toujours évident parce que les gens ne sont pas toujours à livre ouvert. Donc c'est facile de retrouver ces statistiques dans les entreprises qui sont cotées, puisque là il y a une information publique, mais dans les groupes, les PME, les grosses entreprises, on n'a pas forcément accès. Donc on a tout un travail d'éducation, de pédagogie pour inciter les personnes à nous ouvrir les statistiques sur les conseils d'administration. Donc là, au prochain CEO Forum, je pense qu'on aura ces statistiques et si ça vous intéresse, je pourrais vous les mettre à disposition. Mais effectivement, parce que ce qu'on souhaiterait savoir, c'est comment sont composés les conseils d'administration, quand arrivent les dates d'échéance des mandats pour pouvoir proposer des femmes.
Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une volonté manifeste de ne pas intégrer les femmes, mais ce que j'ai entendu, et notamment je l'ai entendu au conseil d'administration de la BCC, puisque je suis au comité de nomination, j'ai été confrontée à un moment donné à un changement. Voilà, on m'a proposé, il y avait un changement d'administrateur, on m'a proposé un CV d'un administrateur qui était totalement compétent. Mais j'ai fait la réflexion en disant la prochaine fois, j'aurais aimé que, en me proposant un CV d'un homme, il aurait fallu qu'il y ait un CV de femme aussi, et qu'à compétences équivalentes, je puisse me déterminer. Et ce qu'on m'a répondu, et je pense que c'est vraiment de bonne foi, c'est qu'on ne sait pas où sont ces femmes, et que c'est un peu compliqué d'aller les chercher. Donc d'où la volonté aujourd'hui de créer, d'identifier ces femmes en posture de rentrer en conseil d'administration et de les proposer de manière active, soft, à des entreprises. Et puis on est en train de travailler aussi sur un programme de formation des administratrices, parce que ce n'est pas forcément la même posture lorsqu'on est dirigeant d'entreprise et lorsqu'on se retrouve en position d'administrateur. Donc il y a tout un travail aussi de formation, d'identification de ces femmes capables d'intégrer des conseils d'administration et de formation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, je voudrais juste compléter en disant, c'est vrai que les femmes, elles ne sont pas très motivées pour aller dans des conseils d'administration. Oui. C'est finalement pas la partie la plus intéressante de l'entreprise. C'est pour ça probablement qu'on les voit moins. C'est moins parce qu'on n'en veut pas que parce que assez peu sont candidates, somme toute. Et moi, ce que je voudrais simplement rajouter, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être chef d'entreprise, femme, entrepreneur, que d'être cadre, dirigeante ou membre d'un conseil d'administration dans un groupe ou dans une entreprise. Parce qu'il n'y a aucun blocage, aucun frein quand vous êtes une femme entrepreneur chef d'entreprise, vous êtes à l'initiative, vous n'avez de preuves à donner à personne. Là où quand vous êtes salarié, cadre ou manager dans une entreprise, vous devez faire les preuves qu'en tant que femme, vous pouvez aussi faire comme un homme. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est certainement plus sur l'entrepreneuriat qu'on va trouver des femmes que sur la volonté de participer à des conseils d'administration ou à des organes de gouvernance. Voilà, c'est fini. Effectivement, je suis totalement d'accord. La seule chose, c'est que je pense qu'en position dans les conseils d'administration, se passe souvent, évidemment, la stratégie d'un groupe et en étant en position dans ces conseils d'administration, on a une capacité d'impact assez important sur la stratégie du groupe, sur ses priorités, sur une vision, sur une approche qui n'était pas forcément prise en compte. Donc c'est pour ça qu'effectivement il me semble important que ces femmes, ça fait partie de l'engagement tout simplement, ça fait partie, voilà, il me semble important que les femmes soient beaucoup plus présentes dans les organes de gouvernance. Et évidemment, sans opposer les hommes ou les femmes, il y a une notion d'éthique qui me paraît peut-être un peu plus évidente, sans stigmatiser les hommes, évidemment. Oui,